Salut Philippe, comment tu vas? Salut Tom, écoute, ça va très bien toi? Ouais, ça va. Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. Enfin, ça me fait rire parce que je démarre toujours les podcasts comme ça. Mais la particularité, c'est que bah, on se connaît pas forcément, et du coup, ça va être aussi l'occasion pour moi de découvrir ton histoire. En tout cas, merci pour l'invitation et du coup, ça fait un petit moment que je te suis et il y avait justement une de mes clientes qui me disait qu'on avait ce côté un peu sosie, C'est donc, vrai. je trouvais ça marrant. Il y a quelque chose. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter déjà en une phrase. Yes, eh bien Philippe, je vais sur ma 35e année là, cette année et du coup, bah, j'ai commencé dans le copywriting depuis 2020 et petit à petit, maintenant je suis devenu plus directeur marketing et consultant. Ok, donc en mode un peu CMO, comme ce que je peux faire, quoi. Exactement. Trop bien. Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir échanger sur le marketing, sur les fameuses promesses, aguicheuses et tout ça. Yes. OK, bon, ça, on y reviendra effectivement après. Donc ce que j'aime bien faire, c'est de comprendre un petit peu, ton parcours, d'où tu pars. Donc est-ce que tu peux, voilà, nous partager un petit peu ton parcours scolaire et surtout dans quel cadre familial toi, tu as vécu? Yes. Du coup, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance dans la banlieue sud de Paris, à peu près 1 heure de Paris. Jamais eu de soucis particuliers, toujours été quelqu'un de très calme, de réservé. Mes parents d'ailleurs, ils pensaient que j'avais un souci, ils me posaient, posaient dans une position dans le berceau et le lendemain matin, j'étais exactement dans la même position. Ah ouais, tu bougeais pas? OK. Non, du coup, ouais, côté un peu réservé, des parents assez exigeants. C'est-à-dire que j'avais pas mal de facilité à l'école, mais voilà, je pouvais ramener un 18. Ils disaient, ok, bah, pourquoi t'as pas ramené un 20? Et, euh, et puis voilà, et puis après, il y a eu un petit changement à mes 14 ans, où en gros, j'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture, et du coup, ça a un peu mis un stop, parce que j'étais quelqu'un d'assez sportif. Ça a un peu mis un stop, et ça m'a un peu coupé dans mon élan, genre environ jusqu'à mon bac, dans le sens où on a déménagé et j'étais un peu moins à fond dans l'école ou quoi que ce soit et du coup ça a eu un petit peu un impact après sur la fin de mon adolescence. Et du coup, excuse-moi de te poser cette question, mais par rapport à ton accident, tu as eu des séquelles déjà? Non, heureusement j'ai pas eu de séquelles, j'ai juste eu la jambe cassée sur le coup et après ça c'est bien. OK, ça marche. Mais effectivement, ça peut après derrière avoir des conséquences et tout ça. OK, donc toi, pas de parents forcément entrepreneurs ou Non, autres, 2 parents professeurs, tu vois. ouais, OK. Donc peut-être effectivement, ils connaissent la structure, comment on va appeler ça? De l'école, l'éducation en tout cas en France, et peut-être que voilà, ils avaient des attentes supérieures à ce que toi tu voulais, quoi. Ouais, ils voulaient que je devienne prof concrètement. OK. Ah, c'est marrant. OK. Mais je pense que de toute façon, vu qu'on a le même âge, on a, je pense, le même, style de parents, qui a une éducation quand même un petit peu à la dure, qui, ont pas forcément eu ce qu'ils voulaient. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, et du coup, qui avaient quand même des grandes attentes, pour leurs enfants, quoi. Ouais, je pense, effectivement, alors mon père a plus ou moins eu ce qu'il voulait. Ma mère, elle venait d'un milieu encore un peu plus difficile. Et du coup, effectivement, elle a un peu déplacé ses attentes sur ses Ouais, enfants. OK, ouais, je vois, très bien. OK, du coup, tu dis que ça a été un petit peu plus compliqué pour toi, à l'école. Concrètement, jusqu'où tu vas? Quel type d'études tu fais? Enfin, quel bac, pardon? Et est-ce que Ouais. derrière tu fais des études, supérieures? Du coup, en fait, j'avais sauté une classe, donc j'ai mon bac à 17 ans. J'ai pas un truc de fou, hein, je crois que j'ai une mention. Ce que c'est, si c'est assez bien quoi que ce soit. J'avais 11,50 ou un truc comme ça. Et du coup, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Tu fais un bac quoi, du coup? Je fais un bac ES, ES? économique et social. Mmh. Et, euh, et du coup, après ça, j'étais, en gros, on avait déménagé à Toulouse pendant 3 ans avec mes parents. Ça se passait pas ultra bien pour moi, on va dire. Je me sentais pas à ma place. C'était un peu le petit parigo qui venait chez les Toulousains et du coup, j'étais un peu mis à l'écart. Mmh. Et du coup, à 17 ans, bah, j'ai voulu retourner sur Paris, enfin, du moins en banlieue parisienne.
Et vu que je savais pas trop quoi faire, mais que je traînais pas mal sur l'ordi, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire un IUT informatique». Et du coup, je suis parti en IUT informatique et et ça m'a pas du tout plu, du coup. Et j'ai dû C'est rapidement quoi transitionner. les débouchés UT informatique? Je vois pas trop. Bonne question, alors c'était en fait, tu faisais du code, bref, tu apprenais le langage et cetera, donc je pense qu'il y avait en réalité, je m'étais même pas vraiment, renseigné. Je me suis dit: «Ah tiens, faut que je fasse un truc», et en gros, je faisais toujours à cette époque, je faisais mes choix, pas par rapport à ce que je voulais, mais par rapport au fait que j'écartais ce que je voulais pas et je disais: «Bon, bah, il reste ça, je fais ça». Donc tu vas là-dedans, ouais. Ouais, je reste 6 mois, heu, ça me plaît pas, environnement en plus, on va dire c'était un environnement assez, j'étais geek, mais c'était un environnement encore plus geek que moi, tu vois? C'est-à-dire, j'arrivais le matin et il me disait: «Ouais, j'ai codé toute la nuit, et cetera», et moi je lui disais: «Ah moi j'ai dormi». Et et du coup, au bout de 6 mois, bah, je dis: «Bah, faut que je me barre», et et du coup, je pars en fac de langue, cette fois-ci. Donc là, j'étais en banlieue parisienne et là, cette fois-ci, c'était sur Paris, intra-muros. Je pars en fac de langue, anglais-espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, j'ai une affinité pour l'espagnol, heu, vis-à-vis de la famille de ma mère, et du coup, Avec bah, Yorka, je m'en doutais un petit peu. et C'est du comme coup, ça, hein, on dit Yorka, hein, c'est ça? ouais, Yorka, c'est ça. OK. Et du Excuse-moi de coup t'avoir coupé. bah, je pars en licence LEA. Je crois que c'est Florent, ouais, j'ai écouté son podcast qui avait fait la même chose. Ouais, c'est Et vrai. et du coup, environnement totalement différent, rempli de rempli de filles et cetera. Du coup, j'allais, un peu à la fac avec une mentalité, totalement, différente. Et mais rapidement, j'ai aussi compris que, bah, en fait, il y avait pas j'avais encore pris ce choix-là, par défaut, quoi, et que les débouchés, allaient pas trop me plaire. On va dire rapidement, j'ai dû un peu plus ou moins, m'adapter et repenser un peu, ce que j'allais faire. Du coup, ça a duré combien de temps ça, cette période-là de Ça a duré longtemps. En réalité, ça a duré longtemps, parce que, vu que je repensais à ce que je voulais faire, mais que je savais pas quoi faire, hem, en gros, ce qui s'est rapidement passé, c'est que, bah, les premiers 6 mois, parce que j'avais fait un semestre en IUT et après j'ai fait un semestre en fac de langue, bah, du coup, j'ai pas réussi à tout rattraper, donc j'ai redoublé, du coup, la première année. Et du coup, je passe ma première année. Là, je l'ai, mais je me rends compte que enfin, je me rends de plus en plus compte que ça va pas me correspondre. C'est soit, en fait, faut faire un master et si tu dans les meilleurs, tu deviens interprète ou quoi que ce soit. Soit, en fait, après, tu fais une licence pro, et on m'expliquait que, bah, en gros, le débouché, c'était de faire des traductions pour les modes d'emploi d'aspirateur, quoi. Je dis: Oui, «Bon, OK. OK». Et du coup, je commençais à reprendre le goût du sport, heu, c'est-à-dire que, bah, j'avais eu ce pause, quand j'avais eu mon accident qui avait duré pas mal de temps. Donc je commençais à reprendre le goût du sport, et du coup, je songeais à faire un truc dans ça. Et du coup, à côté, ce que j'ai fait, c'est que, bah, je suis parti bosser à Intermarché sur un contrat étudiant, en fait. Ce qui me permettait en fait, de garder mon statut étudiant et de garder mon logement, parce que c'était un logement, en fait, avec des aides étudiantes, Mmh. et de sécher les cours et de en faire rentrer de l'argent, en fait. OK. Et du coup, je suis resté, bah, je crois que ça a duré 4 5 ans quasiment, parce qu'en fait, j'ai fait ma première année, après j'ai fait ma deuxième anne année, et j'ai redoublé ma deuxième année, et après je me suis barré. Ouais, donc 4 ans. Donc factuellement, si je fais les comptes, tu quoi du coup? Bac ES. Que bac ES. Ouais, du coup, tu Ouais, pas c'est ça. validé, Non, j'ai pas validé. les échelons d'après. OK, ça marche. Encore un Donc désespoir de mes parents. ça, je veux bien le comprendre. Surtout qu'en plus LEA, ça aurait pu devenir, prof de langue ou des choses comme ça, tu vois? Ça aurait C'est pu ça, c'est devenir ça. OK. Ça marche. Du coup, ouais, on va dire une deuxième partie scolaire assez, chaotique. Yes. Tu débouches enfin, tu découvres aussi le monde un petit peu, du travail, même si je pense qu'Intermarché, c'était pas non plus, incroyable, même, surtout avec un Non, mais job c'était étudiant. une première expérience assez, Ouais. assez sympa quand même. Du coup, après, voilà, comment ça se passe un petit peu les mois ou les années d'après? Ouais, du coup, bah, j'étais un peu,
alors je sais pas si on peut appeler ça crise existentielle, hein, surtout à cet âge-là, mais j'étais un peu en mode: «OK, qu'est-ce que je vais faire?» Donc je commençais à voir le sport et tout et là, je sais pas, il m'est venu le truc: «OK, je vais faire l'armée, je vais faire un truc, militaire ou quoi que ce soit» et du coup, mes parents, forcément étaient pas du tout chauds pour ça. Donc j'ai un peu dû, les travailler au corps et en fait, on est en plus ou moins arrivé à un compromis, du coup, sur la gendarmerie, dans le sens où c'était, bah, le côté militaire, mais en même temps, voilà, je restais en France et tout et donc j'avais rencontré, à l'IUT, un mec, qui séchait les cours avec moi de l'IUT également et qui était parti directement en gendarmerie quand moi j'étais parti en fac de langue et il m'avait dit: «Ouais, je pense que ça pourrait bien te plaire et cetera». Et donc, bah, je me suis orienté vers ça sur, en fait, sur un contrat qui s'appelle, adjoint volontaire où en gros, c'est avant de passer le concours, tu as par exemple alors je sais pas si c'est encore le cas, mais tu peux rentrer. Bien sûr, tu passes des sélections et si tu rentres, en fait, tu vas en école pendant 3 mois et après tu peux rester, jusqu'à 5 ans et au bout de 5 ans, si tu as pas eu le concours, en fait, ils te virent, quoi. OK. Qu'est-ce qui te poussait du coup à vouloir rentrer là-dedans? Il y avait quoi comme, Il y avait le côté sportif et après il y avait le côté carré et également, on va le dire, hein, je voyais un peu la sécurité monter et cetera et j'avais un peu envie de me dire: «Bah, tiens, je vais mettre, enfin, je pense que j'ai envie de mettre un peu mon grain de sable à l'intérieur, enfin de d'apporter, en fait». OK. Ouais, souvent, la structure et le fait qu'il y ait un cadre, ça permet aussi de canaliser, pas mal de personnes. C'est-à-dire que à cet âge-là, tu penses que tu en avais besoin de ce cadre-là? Ouais, ouais, j'étais assez, bah, faut le dire, hein, quand j'étais à la fac, j'étais quand même, assez chaotique, hein. Ouais, parce que tu disais que tu étais quand même réservé au début, donc enfin J'étais réservé. réservé, en fait, j'étais réservé et j'étais calme, mais en fait, quand je dis chaotique, c'était pas forcément enfin, avec les autres, mais c'est plus, moi, dans ma vie de tous les jours, OK. surtout qu'en fait, à partir du moment où j'ai eu mon accident, mon hygiène de vie, en fait, s'est dégradée, où je me renfermais pas mal sur moi-même, j'étais beaucoup sur ordinateur à jouer, même si ça m'a permis de faire des rencontres, top. Mon hygiène de vie et sur ma vie en général, j'étais assez chaotique, j'étais pas très ordonné, bref, j'avais besoin de calme. OK. Donc tu pars, dans la gendarmerie, tu as quel âge? 22 ans, 23, 22? 22 ans, ouais. Donc tu vas jusqu'où, à ce moment-là? Du coup, 22 ans, bah, du coup, je fais l'école, donc l'école d'adjoint volontaire, je sors, 2e. Je prends un poste en région parisienne. Je reste, 1 an et demi dans ce poste et du coup, là, je passe, des concours. Je passe le concours de police, je passe le concours de gendarmerie et 1 an et demi après, en fait, du coup, je j'ai le concours de sous-officier de gendarmerie et là, je rentre dans une école donc un peu plus longue de 9 mois. Je sors du coup, en 2015, enfin, je termine là l'école et j'arrive donc à la garde républicaine, qui est, en banlieue parisienne également. OK. Je serais curieux de savoir un petit peu, ce que pensent ou ce qu'a pu penser finalement tes proches, que ça soit la famille, mais aussi peut-être tes amis, quand tu as voulu rentrer dans la gendarmerie et surtout quand tu as réussi à obtenir le statut. C'était quoi un petit peu les réflexes? Parce qu'on n'a pas forcément une très bonne, surtout en région parisienne, moi qui viens de là, la Yes. police, tu vois, c'est compliqué. Donc c'était quoi un petit peu les choses qu'on a pu te dire par rapport à ça? En réalité, en fait, c'est assez triste, mais en fait, au niveau des amis, hem, alors c'était pas forcément par rapport au fait de devenir gendarme, mais c'est juste parce que les amis que j'avais, au final, on a pris des chemins différents et du coup, en fait, très rapidement, mon cercle d'amis, sauf, très, très peu de personnes, bah, s'est concentré sur des gendarmes. Donc, j'ai pas eu trop d'avis sur ça. Après sur mes parents, forcément, ils étaient assez inquiets, mais bah, en fait, ma mère, quand je suis rentré à la gare républicaine, elle dit: «Ah, c'est avec le président et tout», donc elle était contente. Elle était Ouais, plus rassurée, ouais. Ouais, ouais et puis elle se disait que ça avait un certain prestige donc OK. Et toi, comment tu te sentais justement après ça? Parce que finalement, c'est comme une victoire, une première victoire peut-être pour toi?
C'était, en fait, c'est une victoire. C'est assez compliqué et je pense que je vais pas rentrer en détail, mais en gros, j'avais été un petit peu déçu par la gendarmerie lors de enfin, de mon parcours d'adjoint volontaire. Du coup, je voulais aller en police. J'avais réussi le concours, mais il y a eu un problème dans mon dossier, ce qui fait que ça s'est retardé. Et, et en fait, vu que je commençais à avoir des problèmes avec mes supérieurs dans mon unité, bah, plutôt que de rester dans mon unité, je suis parti en école pour un peu fuir les problèmes. Et du coup, en fait, je suis rentré dans l'école de gendarmerie et le premier jour, je disais vivement que ça se termine. OK. Et du coup, quand je suis rentré à la guerre républicaine, et j'avais choisi la guerre républicaine à la base pour une chose, c'était que c'était pas le travail de gendarme réel, tu vois. Et donc je me suis dit bah ok, bah je vais me planquer là-bas, je serai tranquille, personne entre guillemets me cassera les couilles quoi, et je ferai ma petite vie. Du coup, ouais, ça consiste en quoi un petit peu les missions de la garde, républicaine? Concrètement, ça dépend. Sans ce que tu fais, ça dépend où tu tombes, etc. Mais la mission de base, concrètement, c'est faire la garde de soit des ministères, soit garde de l'Élysée. OK, Genre ça de- marche. pour faire Ouais, simple. OK. Donc ça dure combien de temps à peu près cette période-là? Cette période, elle a duré 3 ans. Il y a juste, du coup, ce qui a pas mal changé à ce niveau-là, c'est que sur la partie planton, je suis resté que, on va dire, 6 mois, ouais, environ. Dans le sens où il y a également, en fait, il y a une unité d'intervention à la guerre républicaine avec des tests. Et en fait, très rapidement, finalement, je les ai passés, même si c'était pas prévu au départ. Mais voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont un peu motivé à le faire. Et Mmh. j'ai vu que j'avais repris le goût du sport et tout. Et du coup, je suis rentré dans cette unité. J'ai eu des bonnes expériences. Et au final, enfin, le point qui a tout changé, c'est que j'hésitais à aller plus loin, c'est-à-dire à faire les tests, soit des tests GIGN, etc. Mais en fait, il y a eu un moment où on a eu un déplacement outre-mer de 3 mois. Et en fait, sur ce déplacement, c'était pas du tout le même cadre qu'on avait à la caserne. Et en gros, là, j'ai un peu vrillé. Chanter? Ouais, non, en fait, j'ai vrillé dans le sens où je me suis dit, putain, c'est une autre vie. Enfin, en gros, on profitait davantage, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je suis pas sûr qu'en fait, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai peut-être envie de faire complètement autre chose. OK. Donc c'est vraiment ça, on va dire, le premier déclic qui t'a dit Ouais, peut-être ça a été qu'il y le premier a déclic, ouais. il y a quelque chose à aller explorer ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je sentais que, bah, je m'en ai rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient politisées, etc. en gendarmerie, que voilà, il y avait des choses qui étaient plus trop alignées avec moi, ce que j'étais venu chercher. Et, et en même temps, bah, cette expérience un peu outre-mer où on était un peu plus tranquille, on vivait un peu plus notre life, etc. Je me suis dit, ouais, putain, il y a le soleil, il y a la plage, on fait notre petit taf et après on va profiter. Et du coup, c'était une autre qualité de vie du tout que la Mmh. banlieue parisienne. Et je me suis dit, putain, il y a peut-être autre chose à faire. OK. Petite question, après tu seras pas forcément obligé de répondre, mais ça gagne bien, d'être dans la garde républicaine? Est-ce que tu as plus d'avantages que d'être gendarme? En fait, l'avantage supplémentaire, c'est qu'en fait, quand t'es aux alentours de Paris, je crois qu'en fait, ils montent un petit peu ta solde de 100 ou 200 balles, tu vois. OK, Donc, tu gagnes aux alentours des 2000. OK. Après, pour un gendarme normal, hein. Après, quand tu montes en grade, tu vas gagner un peu plus. OK, ça marche. L'avantage étant que tu payes pas de loyer, parce que tu viens de ça. Ouais, c'est ça. OK et en région parisienne, ça peut être Ça peut te faire, ouais. monter vite. OK, ça marche. Du coup, qu'est-ce qui se passe dès que tu as ce déclic, Du coup, concrètement? quand il se passe ce déclic, ce qui se passe, donc on part 3 mois là-bas. Le mois d'après, c'est un mois d'indisponibilité, en gros, de vacances. Et du coup, je pars un an en Espagne pour me ressourcer. Et quand je rentre du coup en septembre et que là la vraie vie revient, je me prends une grosse claque. C'était en Euh, quelle année ça, pardon? C'était 2018. Je me prends une grosse claque. Je me dis putain, en gros, je viens de vivre 3 mois qui étaient top. Et là, je reviens à la réalité. En plus, on devait préparer un stage dans le sud, etc., avec des trucs que je trouvais débiles, quoi, des trucs qu'on faisait jamais.
Et, euh, et je me rappelle ce moment, en fait, où il y avait on faisait des nœuds, etc. Se préparait pour le stage. Et en fait, j'avais toujours du mal avec les nœuds. Et au moment où j'étais donc avec tout le monde, je lance le nœud, quoi, et je me barre, en fait. Et et il y a un de mes supérieurs, il dit, ouais, tu peux pas faire ça. Et il me dit, ouais, si ça te plaît pas ou quoi que ce soit, il va falloir songer à changer, quoi. Et je lui dis, ouais, mais c'est clair et net, je vais changer. Et du coup, à partir de ce moment-là, il était clair et net que je devais partir. Et du coup, là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire. Et environ, bah, du coup, ça c'était en septembre. Et en avril, je crois, en avril-mai, je fais ma demande de congé sans solde. Donc, c'est-à-dire le fait de, pas de partir et de pouvoir revenir sous 10 ans si jamais, en fait, j'ai envie de revenir. OK. Ah, je savais même pas que ça existait ça. Ça existe. Maintenant, c'est plus difficile parce que la gendarme, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire ça. OK, ça marche. Du coup, à ce moment-là, donc on est, début, 2019. Dans la, ouais, 2010, non, attends, je Tu dit calcule. avril. Ah non, ouais, excuse-moi. En fait, c'était 2017 où il y a où en fait il y a le déplacement et où je pète un câble, et c'est 2018 où je m'en vais en fait. OK, ça marche. Et à ce moment-là, tu avais une porte de sortie ou pas du tout? Euh, non, en fait j'ai dit à tout le monde que j'avais une porte de sortie, même à mes parents. Euh, mais en fait j'avais rien du tout. OK. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement après ce premier parcours de vie, quoi? Ouais, bah en fait là je me dis ok, bah un de mes rêves depuis tout petit, bah c'était de partir vivre en Espagne. Et donc bah je dis bah vas-y, j'ai de l'argent de côté. Je pars. Et vu avec le congé sans solde, concrètement, bah, je me donne 2 ans pour trouver un taf, en fait. Et arriver à vivre de quelque chose, quoi. OK. Et donc, Et à l'époque, tu avais une idée du taf que tu voulais faire en Espagne ou pas spécialement? je commençais à avoir des idées. Et en fait, j'étais forcément, c'était relié à ce que je faisais un peu en tant que gendarme. Donc, vu que je n'ai pas la nationalité espagnole, je pouvais pas faire policier ou quoi que ce soit. Mais je pouvais faire pompier dans certaines provinces. Et ou alors, il fallait que je fasse un truc dans la sécurité, quoi. Donc tu plaques tout pour aller Je vivre plaque en tout. Espagne? C'est Ouais, où en Espagne, du coup? alors j'ai changé depuis, mais je suis parti en fait dans le sud de l'Espagne, à côté de Cadiz. Donc OK. concrètement, ouais, ça fait 20 heures de bagnole, quoi. Ouais, mais il y a quand même, du soleil toute l'année, quoi, Il y contrairement a pas mal de à la soleil, région ouais. parisienne. OK. C'est ça. Du coup, je pars. Très difficile au début, dans le sens où, bah, en fait, je suis un peu stressé. Les jours passent. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vois mes économies qui baissent petit à petit. Du coup, je m'inscris dans une formation pour devenir, pour faire de la sécurité, en fait. Très rapidement, bon, je sais que ça va pas être le truc de ma vie, mais je suis en Espagne, je suis content, il y a le soleil, bref, j'ai un bon momentum. Et à côté de ça, je me dis, bah tiens, je vais donner des cours de français à des Espagnols, donc je me mets sur des sites. Et assez rapidement, enfin assez rapidement, 2, 3 mois après, je me fais contacter par une agence, enfin par une académie. Et, euh, et après, je me fais contacter également par des particuliers. Et donc, je commence à donner des cours de français. Et en parallèle, je crois que c'est vraiment là le tournant de ma vie, et probablement ce qui fait que qu'on se parle aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui me contacte sur ce même site et me dit, on recherche un service client pour du jeu vidéo chinois. Si tu veux, je peux te présenter comment ça fonctionne. On se voit à tel jour, telle heure, et tu me dis ce que tu en penses. Et en fait, à ce moment-là, je suis un peu désespéré, tu vois. Mmh. Et, et en plus, c'était juste après Noël et les rois mages en Espagne. Les rois mages, c'est un peu l'équivalent de Noël. Et tout le monde me demandait qu'est-ce que tu veux, tu vois, pour Noël et rois mages. Et du coup, je disais, bah, un taf plus ou moins stable, quoi. Et en plus, il y avait cette idée qui commençait à germer dans ma tête de travailler sur Internet. Donc, je vais rencontrer ce mec-là, chinois et qui vit dans le sud de l'Espagne. OK. Il m'explique son truc. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Ça me paraît presque une arnaque, tu vois. Euh, et du coup, il me dit, par contre, bah, pour l'instant, voilà, on n'a pas d'entreprise ici. Donc, bah, tu seras payé en cash. Et moi, je dis, bah, ok, let's go, quoi. Il dit, par contre, là, je pars en Chine.
Donc pour ton premier salaire entre guillemets, bah, je te donnerai un endroit où aller le chercher, quoi. Le truc, comme dans les films. C'est exactement ça. Du coup, bah, je commence donc training sur internet où c'est un jeu mobile, etc. On m'explique tout. Très rapidement, je prends le pli parce que bah je me dis putain, c'est une putain d'opportunité. Et en gros, on était payé. En fait, on avait un nombre de tickets à répondre par jour, mais on n'avait pas d'heure précise. C'est-à-dire que plus tu étais productif, plus tu allais vite, bah, mieux c'était pour toi, quoi. Et donc en fait, je ponce le jeu comme un fou. Et en un mois, concrètement, je faisais le travail en 2 heures, quoi. Donc en fait, je me levais le matin, 7 heures du matin, et à 9 heures, j'avais terminé ma journée, et je gagnais autant que quand j'étais joueur. Et j'ai dit, ouais, c'est quoi ce truc de fou, quoi. Bah, surtout en plus si c'est en cash et tout, c'est même pas déclaré. C'est ça, ouais. Donc en plus, ouais, je me rappelle la première fois, donc il m'avait dit, ouais, un restaurant chinois, du coup. Il dit, ouais, tu demandes, on me donnera une À la enveloppe. salle. C'est ça, ouais, on te donnera tu dis, ouais, tu dis Philippe, on te donnera une enveloppe, tu iras dans les toilettes, tu comptes les billets, etc. Bon, bref, un truc de film. Incroyable. Et du coup, ouais, c'est là où tu te dis, il y a quelque chose à faire, sur le monde digital, sur le monde un petit peu, obscur peut-être, parce que tu connaissais pas forcément, même Ouais, si tu bah, avais fait un peu de code avant, ça reste, ouais. 2 trucs différents. Bah, en gros, là, il se passe deux choses. La première chose, c'est que à côté, je continuais à donner des cours particuliers. Donc, ce qui faisait que je gagnais même encore plus. Ça me faisait peut-être 500, 600 balles de plus, quoi, par mois. Et du coup, je vois que mes élèves, ils ont des putains de résultats. Alors qu'à la base, j'avais rien de prof et tout. Je m'étais juste bah, un peu sorti les doigts pour essayer de faire un truc bien, quoi. Et là, dans le jeu, bah, très rapidement également, je prends enfin, vu que j'apprends vite, on me donne des responsabilités, je commence à former d'autres agents, du coup, dans d'autres langues. Je recrute également un autre agent français pour un autre jeu, bref. Il y a des choses qui se passent. Et en même temps, le mec bah, qui m'a recruté me dit, je veux juste être super clair avec toi, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'en fait, en gros, son entreprise, c'était un intermédiaire, c'est-à-dire que c'était une entreprise de service client qui euh, qui travaillait une entreprise de jeux vidéo. Et en gros, ils sont assez, si du jour au lendemain ils disent ouais bah tiens on a plus envie de vous, ça peut se faire, quoi. Donc OK. je Bon, au commence moins à, il a été carré quand même de te le dire. ouais tout à fait. Ouais. Et du coup, en réalité la première année je kiffe ma life. Donc ça c'était 2019, tout 2019, bah, je kiffe, je travaille 2 heures par jour, après je vais à la plage, bref, je fais des trucs. Et début 2020, là, il y a un petit stress qui commence à monter, et je me dis, ok, faudrait peut-être que je songe à faire quelque chose, enfin à me former à faire quelque chose, parce que au moment où ça va s'arrêter, je vais me prendre une grosse claque. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté tous les business possibles, e-commerce, tous les trucs quoi possibles, sur une feuille, et j'ai commencé à faire exactement ce que je faisais à la fin à la fin de mon bac. J'ai commencé à barrer en fait tous les trucs que je voyais pas et garder en fait le truc que je voyais le plus viable. Et en fait, le plus viable, c'était bah, marketing et copywriting. Surtout que je voyais dans les jeux vidéo, ça m'a un peu également retourné le cerveau. Pour faire simple, il y avait des joueurs. En fait, tu pouvais voir combien ils avaient dépensé. Et il y avait des joueurs, ils avaient dépensé 200 000, 300 000, 500 000 balles dans le jeu vidéo. Tu vois. Et là, OK. en fait, ça, c'est également, tu vois, j'étais assez naïf. Et ça a un peu changé ma vision du monde. Je me dis, ok, il y a des gens, ils dépensent ces sommes-là, quoi. C'était genre les comment ça s'appelle? Les jeux vidéo là où tu achètes des packs et ça te Ouais, fait tout à plus fait. Ouais, d'armes, plus de ouais, c'est machins, c'est ça. ce genre de truc là? Des gros pay to win. OK. Yes, OK. Et, et du coup, euh, je vois le copywriting, marketing copywriting, et juste au moment où je vois ça, il y a un copywriter espagnol qui donne une conférence dans l'université juste à côté de chez moi. Du coup, il explique toute la conférence et tout. J'étais le seul qui n'était pas étudiant, je pense, en réalité. Tous les autres, c'est des étudiants en gros, qui étaient dans une licence type marketing. Il était même pas venu pour vendre son programme, en réalité, tu vois, il était juste pour, entre guillemets, Porter la valeur, ouais. ouais, pour apporter la valeur, à montrer qu'il y avait d'autres choses, quoi.
Et en fait, à la fin du truc, je dis: «OK, faut que je fasse ça», et du coup, je me renseigne. Son programme, à l'époque, il coûtait 1000 balles. J'avais jamais rien investi de ma vie, tu vois? Et je dis: «Putain, 1000 balles quand même», et je dis: «Bon, bah, allez, let's go». C'était quoi la J'achète. promesse à l'époque du coup, pour ce genre de formation? Je me rappelle plus exactement de la promesse. Je pense que je sais pas s'il y avait une promesse ultra forte. C'est juste devenir copywriter et vivre en ligne, tu vois? OK. Et hem et en fait, moi, dans ma tête, vu que je bossais 2 heures dans le jeu vidéo, je me suis dit, «Bah, en fait, si je vais pouvoir faire pareil, je vais pouvoir bosser 2 heures, et vu que ce que je vais faire, ça donne plus de valeur, bah, je vais pouvoir super bien gagner ma vie, quoi». Donc je suis arrivé avec des attentes qui étaient, assez assez, naïves, on va dire. Ouais, mais en même temps, c'est ce qui était vendu, déjà à cette époque, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et juste pour, du coup, ça, c'est 2020. Ouais. C'était qui, je sais pas, en France, les précurseurs que tu suivais dans ce domaine? Du coup, au début, je suivais personne, et c'est sur la deuxième partie de 2020 où là, j'ai pris un accompagnement en France. J'ai pris un accompagnement chez, Robert de Picquigny, qui, maintenant son accompagnement, je crois qu'il n'existe plus, mais voilà, à l'époque, il en avait un, et j'avais commencé. Il y avait, forcément Théo Rossi qui avait pas mal, également, la cote déjà à ce moment-là, et un petit peu, Craig Lagrange. OK, ça marche. Du coup, tu découvres le copywriting. Comment ça se passe un petit peu, comment dire? La compréhension de la méthode, du style d'écriture et après ta première vie en tant qu'entrepreneur pour aller trouver des clients en ligne? Ouais, bah, du coup, j'avais pas mal de syndrome de l'imposteur, donc du coup, je fais ma formation en espagnol. C'était quand même assez même si, voilà, je parle très, très bien espagnol, et cetera. C'était J'avais pas l'habitude d'autant écrire, et cetera, en espagnol, donc je pouvais, mais c'était pas aussi fluide, ça me prenait, en plus, il y avait pas de ChatGPT à l'époque, donc forcément, c'était assez long, et hem et après quand j'ai pris après l'accompagnement avec Robert en deuxième partie d'année, là, j'ai pris confiance. J'ai commencé à me dire: «Oh, il y a moyen de faire quelque chose», et à la fin de l'accompagnement, j'ai commencé à chercher mes premiers clients, et j'étais, tu sais, l'effet un peu de Dunning-Kruger, où finalement, même si j'ai eu ce gros syndrome de l'imposteur, là, je sais pas, j'étais remonté à bloc. Je me suis dit: «Ouais, putain, je peux faire des trucs de ouf», et du coup, j'ai cherché mes premiers clients avec, beaucoup de confiance, et j'ai eu on va dire, je pense, entre la confiance et la chance, ça m'a permis de très rapidement, signer, un premier client. En plus, un gros client dans le monde du fitness. Heu, donc ça, c'était début 2021. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, ouais, quand tu as eu ce premier client et tes premiers euros, on va dire, grâce au copywriting? Alors en réalité, juste les premiers euros que j'ai touchés, je crois que c'était sur 5 euros, parce que justement, j'avais besoin de débloquer ce truc de me faire payer pour ça, et du coup, ouais, j'avais donné un truc de 5 euros, j'avais écrit, 2 mails de prospection, un truc comme ça, tu vois? OK. Et du coup, là, quand j'avais reçu les 5 euros, j'avais dit: «Ah OK, heu, ça existe vraiment, enfin, ça peut fonctionner», et du C'est coup, pas cher payé le mail quand même. non, pas trop, non. Et du coup, ouais, après, quand j'ai travaillé avec mon premier client et que j'ai touché les premiers, ouais, du coup, là, il y a eu, ce nouveau déclic, de se dire: «OK, je peux gagner avec ça». Même si je voyais quand même déjà que, c'était quand même beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais un an auparavant. Mmh. OK. Donc tu as on va dire la chance quoi d'avoir pu travailler avec un gros, un «gros poisson» entre guillemets. C'est quoi finalement le retour d'expérience que tu peux avoir sur ce marché spécifique, au fitness qui est quand même c'est un très gros marché, mais en même temps, il y a beaucoup d'argent à se faire. Comment tu arrives toi à te démarquer et quels résultats, si tu peux donner, tu as pu obtenir? Yes. Alors lui, j'ai eu de la chance dans le sens où il avait, concrètement, quand je repense à mon copie de l'époque, c'était vraiment pas ouf, quoi. Heu, j'ai eu de la chance dans le sens où il avait un gros personal branding qui faisait que, très rapide, enfin, concrètement, je sentais que quand je faisais trop de copywriting justement, ça vendait pas. C'était mon premier déclic, et quand j'étais ultra simple, tiens, il y a ça, dedans il y a ça, 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 clique ici, pour acheter, tu vois? Plus ou moins. Et en fait ça vendait beaucoup plus. Donc ça, c'était un peu mon 1er déclic.
Et alors en termes de vente, je saurais pas te dire, surtout qu'en fait, à l'époque, il avait des programmes en mode evergreen qui fonctionnaient du tonnerre sans urgence. Le truc un peu, genre il vendait, allez, entre, ouais, 5 programmes par jour à 100 balles sans urgence, quoi. Facile, à côté de ses coachings et cetera. Je pense un des plus gros trucs que j'ai fait avec lui, c'est de faire, en fait, c'était du copywriting setting. C'est-à-dire à l'époque, à un moment, il avait des soucis pour remplir son coaching. Pas donné par rapport au monde du fitness en règle générale, c'est-à-dire des coachings aux alentours des 1000-2000 balles, tu vois, si je me rappelle bien, 1000-1500. Et du coup, en gros, je faisais des emails très courts avec, ouais, on recherche, etc., tu vois, qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Ça Et revenait, ouais. voilà. Et du coup, après, je faisais du setting derrière. Et je crois qu'en fois, en une semaine, j'ai réussi à closer, je crois que c'était 8 personnes à 1000 ou 1500 balles, tu vois. Juste en écrivant, en fait, en écrivant, en faisant du setting par email. Trop bien. Donc, je crois que c'est à peu près, ouais, on va dire le plus gros truc que j'ai fait avec lui. OK, ça roule et ça dure combien de temps du coup cette histoire? Est-ce que tu 2 petits enfin il y a cette question et la question aussi c'est, est-ce que du coup tu te dis: «J'ai un premier client, je donne tout pour lui» ou «Je continue quand même ma prospection et j'essaie d'avoir d'autres clients derrière»? Ouais. Alors concrètement, un seul client, ouais, du coup, ça me paraissait pas assez. Euh, et assez rapidement, je crois 1 ou 2 mois après, j'ai un autre client. Assez gros aussi, un gros poisson, mais dans le monde de la séduction cette fois-ci. Et, euh, et du coup, là, avec mes 2 clients, plus, en fait, j'étais encore service client sur les jeux vidéo. Là, je commençais à avoir la tête qui explosait, tu vois. Donc là, je cherchais pas forcément quelqu'un de plus sur le moment. OK, ça marche et juste pour rigoler un petit peu, mais quand tes parents te demandaient: «Mais qu'est-ce que tu fais en Espagne?» tu répondais quoi concrètement? Au début, je disais que je faisais de la traduction, tu vois. Euh, et puis après, quand je suis arrivé sur le truc de jeux vidéo, bah, je leur ai dit, ouais, voilà, je travaille pour un jeu vidéo et tout. Là, ça c'est, tu vois, ça c'est, enfin, ils l'ont accepté. Ça s'est bien passé. Et après, quand je leur ai dit que je voulais faire du copy, là, ma mère, du coup, ouais, mais ça, tu vas vraiment y arriver, c'est pas une arnaque, bon, des trucs basiques, tu OK, ça marche. OK, du coup, alors comment ça se passe, par la suite, là, les années qui ont suivi dans le copy? Est-ce que tu arrives à, mmh, à avoir d'autres clients, d'autres styles de clients? Vers quoi tu t'orientes finalement avec l'émergence aussi, bah, de plus en plus de copywriters? Ça se passe comment pour toi? Alors concrètement, moi, je pense que je suis arrivé juste avant la grosse vague, peut-être, enfin, la grosse vague, je sais pas trop quand elle a commencé, c'est 2021-2022. Je pense que je suis arrivé un petit peu avant cette grosse vague. Dans le sens où, bah, d'ailleurs, mon gros client fitness, il recevait peut-être, au bout d'1 ou 2 ans avec lui, tu vois, il recevait un message de prospection, tous les jours de copier. Mmh. Du coup, assez rapidement, en fait, c'est 2021, c'est juillet 2021, les jeux vidéo s'arrêtent et s'arrêtent, exactement comme me l'avait dit celui qui m'avait recruté, en fait, avec 15 jours de délai et dit: «Ouais, OK, dans 15 jours, c'est terminé», ils nous ont virés. Du coup, ça a duré quand même 2 ans et demi, donc c'était cool parce que, bah, en fait, à cette époque-là, j'hésitais sur le fait de me barrer, parce que je sentais que ça freinait ma progression, mais j'avais quand même du mal à quitter cette stabilité. Et du coup, c'est 2021, hein, je prends un accompagnement avec, Mathias Abalea. Et vous avez déjà des accompagnements à cette époque-là? C'était plus de l'individuel à cette époque-là. Et du coup, il me change pas mal mon état d'esprit. J'ai un état d'esprit pas mal, tu vois, salarié encore, et cetera. Et très, dans la technique. Et du coup, il change beaucoup mon état d'esprit. Même il m'offre un client sur un plateau dans l'immobilier, et cetera. Donc, je tourne avec 3 clients. Donc je gagne, relativement bien. J'allais te demander, tu peux donner, une fourchette déjà à cette époque-là? Ouais, j'étais aux alentours des 4K. C'est bien, ouais. Et du coup, fin 2021, je décide de mettre un terme avec mon client en séduction parce qu'il y avait des choses où on n'était pas raccord. Et le client en immobilier,
C'était un client au Canada qui commençait à lancer son projet, décide d'arrêter la collaboration parce que ça fonctionne pas et de mettre en pause en fait sa boîte. Et donc en fait, je me retrouve avec juste un seul client, tu vois. Heureusement, bah, j'avais quand même de l'argent de côté. J'étais assez tranquille à ce niveau-là. Et du coup, j'en profite pour en fait pour continuer à me former parce qu'en fait pendant ces mois-là, je m'étais pas trop formé en réalité, tu vois. C'était, enfin même j'avais eu quand même l'accompagnement avec Mathias, mais je sentais que il y avait des choses qui me manquaient. Donc je continue à me former, je découvre des concepts qui forcément qu'on t'enseigne pas forcément au début, tout ce qui est Big Idea, mécanisme unique, etc. Tu vois. Et je comprends un peu plus de choses également sur le marketing en général. Et c'est à partir de début 2022 où là, je commence du coup à travailler avec un autre client en séduction également. Du coup, qui était concurrent du premier. Et à partir de là, je dois faire de l'email quotidien. Et du coup, là, c'était je faisais en général pour mes clients entre 3 et 4 emails par semaine. Et là, du coup, nouveau défi, email quotidien. Et là, j'en ai fait. Ouais. Est-ce que c'était en plus du style, il faut qu'ils vérifient tout ce que tu fais ou il y avait quand même une certaine, Alors largesse? au début, il fallait qu'il vérifie, ouais. Ça a duré, je pense, 1 ou 2 mois où il fallait qu'il vérifie. Et après, il m'a laissé carte blanche. Il avait confiance. OK. Ouais, c'est sûr Mais qu'écrire ouais, un mail c'était par sûr. jour, les gens s'en rendent pas compte, hein, du poids, de la charge mentale que ça peut avoir quand même. Bah surtout, je sais pas si t'as un peu le même profil que moi, mais avec ce côté un peu perfectionnisme, tu vois, dû à nos Mmh. parents. Concrètement, j'écrivais mon email, je le retouchais toute la journée. Le soir, je le relisais, je disais putain, c'est de la merde. Et ça m'est arrivé de me coucher à 2, 3 heures du matin. En gros, j'avais fait pendant toute ma journée, j'avais juste écrit un putain d'email, quoi. Mmh. Et limite, je dormais pas à cause de ça. Ah, surtout si p après, le client il dit: «Non, je déteste», Non, en là règle ça générale, sert à rien. franchement, ça s'est bien passé et il y a jamais eu de soucis à ce niveau-là, heureusement. OK, ça marche. Et tu vois du coup sur ce business-là, tu as vu les avantages justement à faire de l'emailing quotidien? Ouais. Concrètement, avant, bah, lui, il pouvait pas tout faire, quoi. C'est lui qui gérait les emails, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Le fait d'apporter de l'email quotidien, ça a permis, bah, en même temps de faire rentrer bah, davantage de cash en formation, mais également d'augmenter les demandes de coaching. Donc, cette année 2000, donc c'était 2022, ouais, cette année 2022, le fait de faire de l'email quotidien, je pense que la boîte l'a bien ressenti. Bah, top, trop bien. Est-ce que tu as pu avant de passer, sur la transition entre on va dire simple copywriter et marketeur, est-ce que, je sais pas, tu as fait face justement à des quelques difficultés ou des trucs où tu t'es dit: «Mais ça a pas du tout marché», pas je regrette, mais ça donne une indication sur ce qu'il faudrait pas faire justement, pour des copywriters? Concrètement, bah, là, par rapport à ce business-là, c'est vrai que, en fait, ça dépendait alors ça serait peut-être pas un conseil pour tous les copywriters, mais c'est juste, c'était question d'angle, où des fois ça fonctionnait pas, et cetera, et juste, le fait de déculpabiliser, d'avoir fait quelque chose qui fonctionnait pas, heu, et de se dire, OK, bah, c'est le jeu, en fait. On voit toujours, bah, forcément dans le marketing, on se dit: «Ouais, Tout tout fonctionne ouais, d'un tout coup, du fonctionne», tu vois? Et puis même au début, tu vois, il y a des mecs qui te vendent, ouais, le template d'email pour vendre à tous les coups, ouais, des trucs comme ça, et après tu te rends compte que c'est pas la réalité. Donc là, le fait de se décomplexer sur le fait de, OK, bah, tu peux pas vendre à chaque, enfin, des fois ça a moins bien fonctionné, faut que tu l'acceptes. Et également le fait de se dire: «OK, quand il y a quelque chose qui fonctionne, faut pas avoir peur de le répéter». Hem, Même si tu as l'impression justement toi que tu te répètes, tu vois? Que c'est toujours la même chose, et que des fois tu as peut-être envie de dire: «OK, ça a fonctionné, mais j'ai envie de prendre un nom différent pour pas sonner trop, enfin, pour pas faire redondant». Mais en Mmh. réalité, non. Heu, c'est des fois, bah, c'est bien de répéter les choses. OK, ça marche, cool. Du coup, ouais, comment ça se passe cette transition entre, voilà, le simple copywriting et le fait d'adopter, on va dire, plus une posture de marketeur dans sa globalité? Bah, du coup, je commence à comprendre, davantage de choses dans le business et tout, et justement avec ce client-là en sélection, il me propose, en fait, il a une agence de marketing à côté, il me propose de faire du consulting, à côté, pour des clients. Et donc, bah, je commence à faire du consulting pour des clients. Au début, bah, petit syndrome de l'imposteur, faut le dire, hein.
et heu et rapidement, bah, je vois que les conseils que je donne, bah, ça permet en fait d'avoir ça donne, des bons résultats. Donc là, je commence à prendre confiance en moi et heu et du coup, un peu de temps après, j'ai eu une autre opportunité où, où ça va d'abord commencer, en tant que en plus ou moins mentor copywriting, mentor programme et après, où j'évolue après directeur marketing du coup, également avec une autre cliente et du coup là, c'est un peu, révélation où je me dis, en fait, je commençais un peu à être, pas cramé, mais le copywriting me donnait pas toute, complète satisfaction, on va dire. En gros, j'avais un peu tout réalisé, mes rêves dans ma vie, c'est-à-dire, bah, le fait de vivre, bien vivre. À l'époque, en plus, j'avais un appart, assez cool avec, vue sur mer et tout. Et en fait, je suis arrivé un peu à une crise où je disais: «Bah, OK, c'est quoi la suite?» Ouais, oui, Heu, l'étape supérieure. ouais, c'est ça. Et du coup, là, j'ai eu un peu, il y a eu un moment difficile et un moment où c'est revenu, où je me suis dit: «OK, je comprends que je poursuis pas forcément, de faire, des millions», tu vois? Mais je poursuis le fait de m'améliorer dans différentes choses à la fois. Également le fait, tu vois, de trop me spécialiser, ça me bouffait. Hem et du coup, de voir, un peu le business de manière un peu plus holistique, on va dire et d'être, un peu d'avoir cette vision en fait, du CrossFit dans le marketing, quoi. Si tu vois ce que je veux dire? D'être bon un Ouais. peu, dans différents. Du coup, cette première mission te permet justement d'acquérir toutes ces compétences. Alors de commencer à développer ses compétences, de commencer à voir justement le business sous un autre œil, et également d'avoir de l'appétence pour d'autres choses, de l'appétence, bah, pour du closing, de l'appétence pour du media buying, bref, des choses, heu, de l'appétence plus pour de la stratégie globale et cetera. Et c'est là où être quand même pas mal, hein. Ouais, c'est là en fait où je vois plus le truc comme un développement perso plutôt que juste, faire grossir mon business. En fait, je me vois plus: «OK, bah, si je m'améliore ici, si je m'améliore là, je vais me développer personnellement» et en même temps, bah, le un truc important, c'est je vais davantage comprendre, les autres et ça va me servir également, bah, dans ma vie perso et pour aider même, bah, des amis et cetera. Donc là, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Là, aujourd'hui, tu veux dire? Ouais. Ouais, concrètement, ta mission ou tes missions, au sein Yes. de tes clients. Du coup, concrètement, j'ai une mission où je suis vraiment, alors je suis bras droit. Je veux pas d On va dire, c'est directeur marketing, mais on va dire, vu que on n'est pas sur un business, énorme non plus, bah, il y a également des petites tâches, qui dévient un peu du marketing. Donc bras droit et mentor marketing et copywriting dans un programme. Je suis consultant, enfin copywriter plus pour un autre client et consultant pour son agence marketing. Et là, depuis peu, je suis également, coach marketing, heu et copywriting dans un mastermind. On t'enfile, toutes les casquettes alors. Ouais, après on va dire, c'est pour moi, c'est des casquettes qui se rejoignent. Oui, mais tu es plus à 2 heures par jour là, par contre. Non, non, je suis plus à 2 heures par jour et je me suis également rendu compte que 2 heures par jour, je me sentais pas, satisfait, de on va dire, je sentis que j'aime bien arriver à la fin de la journée et dire: «Putain, j'ai progressé, j'ai fait ça» et cetera. Ouais, OK, ouais, bah, c'est intéressant. Du coup, toi, comment tu jugerais un petit peu cette niche de l'infoprenariat depuis tes débuts en 2020? Ton évolution? Ouais. Parce qu'on va dire que 2020, Mmh. vendre de la formation pure, bah, comme tu l'as dit, hein, le mec qui vendait Ouais, ses evergreens, en claquant des doigts. ouais, Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. tout à fait, tout à fait. Bah, d'ailleurs, son business, il a dû faire évoluer son business puisque justement la vente en evergreen au bout d'un moment ne fonctionnait plus. Hem et donc enfin, on fonctionnait beaucoup moins qu'avant. Du coup, il a dû davantage passer, sur un modèle à étiquette et et c'est vrai que là, alors bien sûr maintenant il y a un peu l'émergence du low ticket, mais ce que je ressens, c'est effectivement, on va dire que les gens il y a toute formation mid-ticket, j'ai le sentiment que c'est de plus en plus dur à vendre, qu'avant c'était un petit peu plus facile, mais un peu plus dur à c'est maintenant c'est plus dur à vendre. Et que les gens, bah, soit se dirigent vers des petites solutions, soit vers des grosses solutions, plus, accompagnement. Après c'est, mon petit point de vue avec,
les quelques niches dans Bien lesquelles sûr, après chacun bien évidemment a son avis là-dessus, mais c'est ça. ça sera intéressant parce que tu as parlé de cette mode du low ticket. Toi, tu y crois justement à cette mode un petit peu? Si j'y crois, alors le fait que ça puisse fonctionner, je pense que ça peut fonctionner, mais encore une fois, si la machine est parfaitement huilée. Heu et et après sur le fait de donner des résultats à des personnes au low ticket, là, c'est un autre débat. Mais après, la plupart des business low ticket, ils vendent également souvent du high ticket derrière, donc Oui, derrière il y a de l'upsell, voilà. mais disons Ouais, que c'est voilà, ça. moi je pense que ça peut fonctionner si tu as une grosse audience, que tu as déjà une comme tu as dit, une grosse structure derrière qui a la possibilité de d'augmenter le panier moyen. Mais, c'est sûr que Ou alors la tu es vraiment excellent, on va dire, ou alors ton positionnement, ton message, tes pubs, enfin ton tunnel, tout est excellent, tout est bien, huilé et du coup, tu pas besoin forcément d'une grosse audience, mais faut que tu mettes du budget en pub pour aller chercher ces personnes-là, quoi. Il faut que tu arrives disons que à pour être rentable, quoi. ouais, c'est ça, j'allais dire, disons que pour un débutant, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Non, Tu pour moi, souvent c'est pas probablement de la pire des cash. solutions. C'est Voilà, ça. ouais. Non, parce qu'on dit: «Il faut vendre du lot ticket, c'est à la mode, ça fonctionne, les gens ont pas d'argent, machin chouette». Mais en fait, ils savent pas tous les rouages qu'il y a derrière, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, ouais, c'est pas si évident que ça. OK. Toi, ce serait quoi, encore une fois, c'est ton avis personnel, hein. Ce serait quoi pour toi le meilleur, tunnel, en tout cas que tu kiffes faire et qui a été le plus efficace jusqu'à présent? Le tunnel que je kiffe faire, pas forcément, on va dire, c'est pas sur le kiff en soi, mais c'est plus sur le côté, en fait, avoir une machine qui tourne et potentiellement l'optimiser. Donc actuellement, hein, c'est vraiment le truc basique, hein. Heu Pub, ASL. VSL et call et le fait de d'aller, améliorer en fait tes pubs, améliorer, le côté closing, et on va dire optimiser ces 2 pôles-là qui sont les 2 plus importants, et puis basta, quoi. On va dire avoir un truc, on c'est pas du revenu, c'est loin d'être du revenu passif, mais, on va dire c'est un truc où, forcément plus tu dépenses en pub, plus tu vas devoir avoir du renouvellement de créa, même si aujourd'hui c'est un peu plus facile qu'avant. Mais, heu, mais c'est pour moi, c'est le tunnel le moins énergivore. Ouais, peut-être le plus prédictible aussi, tu vois? Ouais, aussi, ouais. Mmh. OK. Hem, justement en parlant de la pub, qu'est-ce que tu as vu, ou comment dire? Qu'est-ce que tu as vu changer par rapport aux pubs, je sais pas, il y a 3-4 ans par rapport à aujourd'hui? Tu vois, pareil, on entend plein de choses, sur la pub. Pour toi, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Même si encore une fois, ça va dépendre des niches ou des Ouais, choses tout comme à ça, fait. mais Je pense que alors je sais pas si il y a 3 4 ans, je m'intéressais pas énormément à la pub, mais je me rends compte que j'avais un peu ce biais, des fois, de dire: «Ouais, bah, tiens, ça ressemble vraiment à une pub quand même, les gens, ils vont pas aimer» ou quoi que ce soit et je me rends compte que même s'il y a quand même enfin les vidéos qui ressemblent pas forcément à des pubs et plus en mode indirect à la base, fonctionne bien, bah, je me rends compte que en réalité, bah, les pubs directes fonctionnent également, très bien, même si, ça se voit que c'est une pub, ça se voit que tu es en train de vendre un truc, mais si tu es clair sur ce que tu fais, et que tu as une bonne promesse et que également potentiellement qu'on voit que tu es différent par rapport aux autres, bah, ça fonctionne, quoi. mmh, OK, ça marche. Ce serait quoi, si tu peux nous partager un petit peu là, par rapport à toute ton expérience, ton plus gros coup marketing? Mon plus gros cours marketing, je pense que je dirais par rapport à c'est par rapport à un client en consulting, du coup. J'ai commencé avec lui. Il faisait à peine 2K, il vivait chez ses parents et 1 an et demi après, il fait à peu près 30 enfin ouais 25-30K par mois et il a déménagé en Andorre. J'avoue, c'est propre. Et tu penses que c'est effectivement grâce à tes conseils, marketing qu'il a pu, upgrade comme ça et en si peu de temps? Juste grâce à mes conseils, non, mais voilà, on va dire, concrètement, c'est toujours la même chose, c'est fit on va dire les conseils avec la bonne personnalité et c'est un mec, bah, il a toujours écouté ce que je lui dis, était fonceur, bien sûr, il est proactif. Il est pas en mode attendre absolument que je lui dise les choses, quoi, il fait des choses de son côté et du coup, moi, je suis plus là en mode,
pour le guider, pour, également lui dire: «Bah, tiens, là, c'est la direction que tu prends, je pense pas que ça soit la bonne». Voilà et le remettre un peu des fois dans le droit chemin et et après c'est appuyer sur l'accélérateur. OK. Ce serait quoi toi du coup comment tu qualifierais ton marketing? En réalité, je pense, j'ai pas de mode de Vis-à-vis de tes marketing. clients au Ah, pire? vis-à-vis de mes clients, Ouais, en fait, ils s'adaptent, pas mal vis-à-vis du client, en réalité. Je pense que ça vient de la gendarmerie où, c'est un peu le la devise, c'est s'adapter pour survivre ou un truc dans ce style, tu vois? OK, Ou pour servir non, s'adapter pour servir, je crois, c'est ça. Souvent, c'est dans le même style, donc du coup, ouais, je suis très beaucoup dans l'adaptation. OK. Mais du coup, tu penses quoi des pubs ou des promesses marketing qu'on peut voir, qui sont ultra spécifiques, ultra aguicheuses? C'est des trucs que toi, ça te parle et tu mets en place parce que ton client est comme ça? Ou c'est quand même des choses qui pourraient te rebuter par rapport à ta personnalité et surtout par rapport à ce qui est vendu derrière? Concrètement, je suis pas aligné avec le fait de justement de faire des trucs, trop aguicheurs alors il y en a certains qui ont jeté des pierres, mais je comprends leur en fait, je pense qu'ils ont leur utilité Ça dans la marche, ouais. ouais et je pense qu'ils ont leur utilité dans la chaîne alimentaire, au sens où, concrètement, même moi, si j'avais su au départ que l'entrepreneuriat c'était aussi difficile, je sais pas si je l'aurais fait. Si j'avais pas eu OK. cet espoir, que, même et je parle pas forcément que sur l'entrepreneuriat, mais sur d'autres choses dans ma vie, tu vois? Si j'avais pas eu cet espoir de en fait, qu'on me vende un peu trop de rêves, tu vois? Bah, ce qu'il faut dire également, c'est que quand on te vend du rêve, les personnes qui achètent, c'est qu'ils ont la naïveté pour acheter ce rêve. Il faut le dire aussi, hein et il y a peut-être un justement un équilibre à aller chercher ou du moins monter un peu son niveau de conscience et comprendre, comment la vie fonctionne réellement et OK. ça, il y a des chances que tu doives le manger avec, bah, avec des erreurs. Ouais, c'est clair. Mais ouais, je te rejoins là-dessus aussi, ouais, clairement. Moi aussi, à l'époque, je m'étais fait, «avoir» entre guillemets par, une petite promesse comme ça, très aguicheuse. OK, super. Si on doit faire vite fait là pour conclure un espèce de feedback, en fait, comment tu vois ta trajectoire entre, le Philippe qui était on va dire, KO, à l'école sur la deuxième partie scolaire et même tu as eu comme tu as dit des litiges sur la partie, gendarmerie. Quel feedback tu te donnerais par rapport à tout ça? Est-ce que tu aurais imaginé en fait à en être là aujourd'hui? Bah, pas du tout. Honnêtement et tu sais le côté rien que le fait de vivre en Espagne, toujours, on me disait: «Bah, à ta retraite», tu vois? Et moi, c'était du coup en 2018, j'avais 28 ans. Je trouvais que c'était déjà tard, tu vois? Pour partir. Mais je me suis dit, «C'est le bon moment». Franchement, si j'avais un feedback, j'ai un peu envie de je pense que j'ai eu de la chance sur mon parcours. Concrètement, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire il y a beaucoup de travail, mais il y a eu un facteur chance qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui et du coup, j'avais juste envie de dire, bah, merci à moi et merci peut-être à cette petite étoile qui m'a permis d'arriver, où j'en suis aujourd'hui. Cool, mais je pense qu'on a tous, des morceaux de chance au bout d'un moment, mais il faut aussi savoir les saisir. Donc c'est important que tu puisses, en prendre conscience et de voir effectivement, tout ce que tu as pu réaliser, quoi. Parce qu'après le copywriting, vendre ça, c'est pas de la chance, hein. Il peut y avoir de temps en temps, oui, des facteurs de succès, mais en tout cas, ça demande énormément de travail, quoi et je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de tout ce qu'il y a, même tout le travail de l'ombre, en fait, du marketeur ou du copywriter. C'est des heures et des heures qu'on a passé, à analyser, à faire tout un tas de trucs qui est pas, quantifiable en termes de monnaie, mais qui derrière, quelques années plus tard, bah, tu te dis: «Bah, heureusement que j'ai fait ce travail-là parce que, ça m'a fait rapporter, X milliers d'euros derrière, quoi, pour un client». C'est clair. Donc est-ce que tu considérerais aujourd'hui que tu as réussi? Ouais. Par rapport ça, c'est clair que par rapport, au Philippe de mes ouais, on va dire de mes 18 ans c'est pour moi, de toute façon, à partir du moment où j'ai déménagé en Espagne et où je gagnais ma vie sur internet, pour moi, dans ma tête, j'avais déjà accompli, j'avais pas forcément des grands rêves. Pour moi, j'avais déjà accompli, ce que je voulais faire et je m'étais dit: «Ouais, je peux mourir tranquille». OK, très bien.
Et tu aspires à d'autres choses aujourd'hui ou tu es chill, tu veux pas te prendre la tête? En termes de CA, je veux forcément, on a toujours un peu envie d'augmenter, mais j'aspire pas non plus à des pour l'instant, du moins, à des sommets. Mais j'aspire plus, du coup, j'ai plus une vision pour l'instant, de d'être en fait, juste de devenir, bon, voire même excellent dans plusieurs domaines différents. C'est ça qui me là, actuellement, qui me drive. Me dire: «Putain, j'ai envie d'être, excellent en copie, j'ai envie d'être excellent également dans la manière dont j'apporte des feedbacks, dans la manière dont je communique avec les clients. Envie de d'être excellent sur la partie closing, bref, j'ai envie d'être bon dans plein de choses, quoi, et c'est ça OK, qui me drive. trop bien. Faut dire que, au final, si je fais un feedback un petit peu aussi des personnes que je connais, on va dire des CMO, je vais appeler ça le terme CMO, mais pour que tout le monde comprenne, très peu, enfin, très peu sont, comment dire, en lumière. Il y a beaucoup de gens de l'ombre et toi, du coup, j'ai l'impression que tu en fais partie. On n'a pas forcément abordé, mais voilà, je crois pas que tu fasses de la création de contenu, tu apportes, voilà, des je trouve que c'est bien aussi à travers ce podcast de mettre en lumière ça et ça montre aussi que, bah, voilà, il y a des prestataires de services lambda peuvent réussir, via divers moyens, mais voilà, il y a pas forcément, obligé de s'exposer, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Même si je pense que c'est toujours important au bout d'un moment, et c'est je commence à y songer là, vu que ça fait maintenant 5 ans que je suis là-dedans, mais c'est vrai que, bah, depuis que j'ai commencé, je crois que j'ai dû envoyer, 5 ou 10 emails de prospection. J'ai jamais créé de contenu, et tout le reste, c'est, du réseau, parler à des gens, et voilà, quoi. En tout cas, félicitations à toi. Bah, écoute, merci Hem, beaucoup. je termine juste là le podcast sur quelques petites questions, en vrac. L'idée, c'est que tu sois le plus spontané pour qu'on puisse un petit peu, en découvrir un peu plus sur toi. Alors Yes. si tu prends un petit déj, tu es plutôt salé ou sucré? Ça dépend des jours, hein. Ça dépend de il y a des fois, ça sera plus salé, il y a des fois, j'aime bien le sucré, ça dépend des jours. Et en Espagne, vous prenez quand même des petits déj? Ça dépend également, il y a des fois où j'en prends pas. En fait, c'est selon ce que je ressens. OK. Ton film ou ta série préférée? Je pense que je dirais Gladiator, et série préférée, allez, je vais en dire 2. J'aime beaucoup, Prison Break. On va dire, l'enchaînement est vraiment ouf, Tu as et revu les épisodes toi, ça se voit, sur Netflix. il y a depuis pas longtemps, j'ai pas encore terminé, mais je suis en train de regarder Ozark, et ça me plaît pas mal aussi. OK. Tu es plutôt du matin ou du soir? Mer ou montagne? Avant, j'étais plus mer, et je suis un peu plus montagne, même si j'aime beaucoup la mer pour ça, enfin, j'aime bien la montagne pour sa tranquillité. Tu préfères lire ou écouter un podcast? Lire. Tu écouteras au moins celui-là alors. Ouais. Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? D'ailleurs, petit aparté, tu as mentionné beaucoup de fois le mot sport. Est-ce que tu pratiques aujourd'hui un sport et si oui, lequel? Ouais, du coup, je fais du street workout, calisthenics, plus ou moins depuis, j'ai commencé en 2013, et j'ai pas arrêté, quasiment depuis. OK, ça marche, aparté terminé. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Petite musique classique. Classique, OK. Ouais. Tu es plutôt organisé ou freestyle? Alors, j'étais assez freestyle, et je deviens de plus en plus organisé parce que c'est nécessaire. Et ma paix mentale, me remercie, de travailler sur ça tous les jours. Ça marche et la dernière question, c'est tu préfères 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? Ça va être 10 000 par mois, oui. OK. Écoute, on a terminé. Un grand merci à toi. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un truc, sur lequel tu aimerais rebondir ou, un truc dont on n'a pas du tout abordé? Mmh. Ouais, je dirais juste, pour ceux qui se lancent ou qui font du marketing, ou même des fois des entrepreneurs, hein, qui sont beaucoup dans chercher des techniques, et cetera. Hem, je leur dirais de plus se concentrer sur, leur intelligence émotionnelle, heu et leur intelligence situationnelle, que d'aller chercher, la technique à tout prix. Parce qu'en réalité, bah, on deal avec des humains, et les techniques, c'est bien, mais ça a ses limites, quoi. Ça me fait penser du coup à une grande notion du copywriting. On vend par l'émotion et non par les caractéristiques. C'est ça. On en revient justement à cette intelligence émotionnelle. OK, bah, trop bien. On mettra, s'il y a, un moyen de te contacter, on mettra en description. Ouais, je pense, moi, à LinkedIn ou à Facebook, il y aura Voilà, moyen. on trouvera un lien pour que, voilà, les personnes qui sont intéressées, à te contacter, puissent le faire. Écoute, je Yes. te je te remercie en tout cas, c'était cool d'avoir pu échanger avec toi
Bah, merci beaucoup et à toi. bah, écoute, je te souhaite, toute la le meilleur possible. Merci beaucoup Tom À et au bientôt. plaisir. À bientôt. Ciao. Ciao.